Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette toute dernière édition de votre journal de 22 heures dont elles sont les principaux faits. L'Assemblée nationale a ouvert ce matin sa deuxième session dite session budgétaire et qui est consacrée essentiellement à l'examen de budget de l'État pour l'exercice 2018. Et en Espagne, le bras de fer entre le gouvernement et Madrid et les autorités Catalogne s'est durci aujourd'hui, jour du référendum d'autodétermination où les habitants de Catalogne sont sortis en masse pour voter pour leur indépendance. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous entamons cette édition par cette ouverture de la deuxième session, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a ouvert ce matin sa deuxième session, dite session budgétaire, et qui est consacrée essentiellement à l'examen de budget de l'État pour l'exercice 2018. Cette séance solennelle a été ouverte par le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad. L'ensemble des membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du Parlement, des officiels civils et militaires, ainsi que les membres du corps diplomatique ont suivi cette séance. Un invité d'honneur a suivi cette rentrée parlementaire. Il s'agit de M. Mourad Abdelhadi, président du comité exécutif de la région de Harar. À son arrivée sur les lieux, le Premier ministre a été chaleureusement accueilli par le président de l'Assemblée nationale, entouré des membres du bureau exécutif. Pour le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, l'ouverture de la séance budgétaire est un moment important et permettra de présenter le budget de l'année prochaine. Ce budget prévoit une continuité de la croissance économique de l'ordre de 6 à 7%, outre les secteurs prioritaires qui seront renforcés. Les activités portuaires seront mises en œuvre avec l'ouverture des activités du port de Doralé, Tadjoura et aussi Gobet. La création des emplois, l'amélioration de la gouvernance et la mise en place d'un partenariat public-privé seront les points forts dans le budget de l'année prochaine. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre lors de son intervention. On l'écoute. Le gouvernement vous présentera donc comme d'habitude le projet du budget de l'année prochaine. Bien sûr, vous aurez aussi à examiner d'autres projets de loi comme la loi de règlement de l'exercice 2016 et le collectif budgétaire 2017. Notre effort devra continuer à porter sur la maîtrise de l'inflation, la maîtrise des dépenses de l'État et les efforts en matière d'assainissement des finances publiques demeurent plus que jamais une priorité gouvernementale et que nous examinerons ensemble ce budget 2018 prochainement, le gouvernement et le Parlement réunis. Tous les ministres seront à mes côtés pour répondre à vos questions. Les secteurs prioritaires demeurent l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la santé. La nouvelle école d'ingénieurs ouvrira ses portes à la rentrée 2018. Je veux confirmer aussi que les règles de bonne gestion financière et administrative appliquées par l'administration centrale seront étendues à toutes les entreprises publiques. De nombreux nouveaux ports vont rentrer en pleine activité à Doralé, mais aussi à Tadjoura et au Goubet. Les retombées économiques et sociales ne seront pas concentrées uniquement à Djibouti et les régions en bénéficieront aussi. Le corridor sud vers l'Éthiopie de la route nationale. Et avant d'entamer donc cette intervention la seconde partie donc de l'intervention du Premier ministre, revenons à l'intervention du président de l'Assemblée qui, on le rappelle, a ouvert cette séance solennelle. Avant toute chose, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à M. Mourad Abdelhadi, président du comité exécutif de la région de Harar, notre distingué hôte du jour, venu rehausser de sa présence cette journée particulière et historique. Particulière parce qu'elle marque la dernière session d'ouverture de la 7e législature avant les prochaines élections législatives prévues en février 2018. Vous assistez aujourd'hui à l'ouverture d'une session dite budgétaire
qui n'est autre qu'une session durant laquelle les deux pouvoirs engagent les responsabilités conformément à la Constitution pour débattre sur la politique budgétaire et monétaire afin de doter l'État d'un budget œuvrant pour le bon fonctionnement du pays et ce, afin de répondre convenablement aux aspirations du peuple. Nous devons sans cesse garder en tête que le bien-être de notre population est le socle de cette auguste Assemblée. Permettez-moi de féliciter solennellement le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour le prix qui lui a été décerné par le Global Islamic Finance Awards, qui couronne ses engagements pour une politique économique hétérogène. La paix est une condition sine qua non pour le déploiement économique et institutionnel d'un pays et sa mise en œuvre repose en partie sur le renforcement de la coopération internationale. C'est pourquoi notre politique extérieure et intérieure est toujours axée sur le maintien de la paix et sa pérennité. Mesdames, Messieurs, la politique de coopération et d'intégration entre Djibouti et l'Éthiopie constitue un modèle de réussite dans un continent moins enclin à la coopération interétatique. Et le Premier ministre est revenu sur le renforcement de la décentralisation et l'amélioration des services en faveur des administrés ainsi que les actions de notre pays pour préserver la paix et la sécurité face aux menaces des mercenaires soutenus par l'Érythrée qui tentent de déstabiliser notre pays. Il a ajouté que notre pays va se défendre contre les opposants installés à l'étranger qui tentent aussi de déstabiliser notre pays devenu un havre de paix dans une région mouvementée. On écoute le Premier ministre. Le gouvernement va en outre poursuivre et accélérer la mise en œuvre de la décentralisation. Nul ne doit se sentir abandonné. Les ministères se rapprocheront des citoyens. Ils s'appuient pour cela souvent sur des ONG au premier rang desquels se situe l'UNFD. Le gouvernement veut développer l'emploi d'une part et faciliter la vie des administrés d'autre part afin de répondre concrètement aux premières préoccupations de la population. L'amélioration des conditions de l'habitat. C'est une grande priorité gouvernementale. Elle est symbolisée par la Fondation pour le logement créée par le président de la République pour témoigner de son engagement dans ce domaine en faveur des plus défavorisés. De très nombreux logements sociaux et des moyens standing ont été créés à Balbala qui ont changé la physionomie de cette commune. L'assainissement, l'éclairage public et la propreté de la vie des quartiers sont aussi une priorité pour les citadins. Parmi les grandes attentes de la population, le problème de la sécurité reste primordial. Le président de la République a toujours voulu entretenir les meilleures relations avec tous les pays. Mais sa détermination est grande et inébranlable quand il s'agit de défendre le sol national face aux attaques. La nation unie fera front à ces agressions, qu'elles soient directes ou indirectes par l'intermédiaire des mercenaires et des terroristes extrémistes, comme c'est le cas avec l'Érythrée. Ceux qui agissent en tant que mercenaires sont en fait des soldats érythréens. Ils enlèvent nos concitoyens, commettent des attentats et se replient dans leur propre pays. Ne n'oublions pas nos deux compatriotes qui sont encore détenus en Érythrée. Certains opposants voudraient faire passer ces attaques terroristes perpétrées de l'étranger comme des mouvements de soulèvement. Mais la manière même dont ces agressions se déroulent montre à l'évidence le contraire. Le gouvernement restera donc très vigilant contre les fauteurs de troubles et tous ceux qui s'attaquent aux biens et aux personnes, quels que soient les prétextes invoqués. Il n'est pas acceptable que des mercenaires puissent retirer de leur famille et enrôler de force à l'étranger des enfants qui sont mineurs pour en faire des enfants soldats contre leurs propres frères djiboutiens.
Voilà, donc c'était les propos du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Ali Abdellah nous a rejoint. Bonjour Ali. Bonsoir Asma. Bonsoir. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous cerner donc le contour du discours du Premier ministre? Il faut le dire donc aujourd'hui s'est tenue la deuxième session Asma de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale. Les parlementaires devront donc examiner les projets de budget de l'État pour l'exercice 2018. Le discours du Premier ministre, un long discours de plus de 23 minutes, dont la première partie de son discours, le Premier ministre donc s'est arrêté sur le développement économique que connaît donc la République du Djibouti. Il a indiqué que le budget prévoit donc une continuité de la croissance économique de l'ordre de, je cite, de 6 donc à 7%. Outre donc les secteurs qui ont été donc ouverts, notamment les infrastructures avec l'ouverture du port de Goubet, le Doralé multipurpose, tous ces donc ports dont des priorités donc aux jeunes pour lutter contre le chômage. Dans la deuxième partie, nous l'avons vu, le Premier ministre a été catégorique là-dessus. Il a donc sanctionné et donc fermement condamné les attributions de l'État donc d'Érythrée qui donc enrôle des jeunes mercenaires pour donc faire face contre le gouvernement djiboutien qui tente donc de le déstabiliser. Il a ajouté que notre pays va se défendre, c'était donc le mot fort, contre les opposants installés à l'étranger qui tentent ainsi donc de déstabiliser notre pays, que ce soit donc par voie via donc internet ou autre. Nous sommes là pour défendre le pays. Donc c'était grosso modo le discours du Premier ministre. Voilà donc ce qu'il fallait qu'on retienne dans ce discours. Et dans quel contexte Ali se déroule cette session du Parlement? Eh bien donc le ministère du budget devant donc préalablement avoir remis au parlementaires la monture de ce projet qui sera défendu par le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. C'est la principale tâche qui attend les députés, même s'ils vont également examiner d'autres projets de loi. Cette session, Asma, va se dérouler donc dans un autre contexte que par rapport aux 4 années précédentes. Ce qu'au cours des prochains trimestres de l'année 2018 que se dérouleront des nouvelles élections législatives pour le renouvellement, il faut le dire, des membres du Parlement. On passera alors d'une nouvelle législature, la 7e, à la 8e législature. Le mandat des parlementaires étant de 5 ans, les dernières législatives ayant lieu à Djibouti remontent en 2013 et donc s'achèveront en 2018. Donc, Asma, pour vous dire, un renouvellement du Parlement conduit nécessairement peu après un remaniement ministériel. Tout le monde aura hâte de démontrer qu'il travaille sérieusement et sereinement. Merci Ali pour ces précisions, merci à vous. Donc on va poursuivre donc toujours dans cette édition. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu en audience le président de la région Harari, Monsieur Mourad Abdul Hadi, ce dimanche. La rencontre s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le président de la région de Harar, qui séjourne dans la capitale à l'invitation du président de l'Assemblée nationale pour participer à la séance d'ouverture des travaux de l'Assemblée nationale. Le hôte Harari donc a chaleureusement remercié le Premier ministre pour son accueil et a souligné le lien historique et culturel liant les deux pays depuis longtemps. Il a indiqué qu'il était chez lui, ici, à Djibouti, et que c'était réciproque pour le Djiboutien en général d'être comme chez eux à Harar. Cette visite officielle du président de la région de Harar démontre ainsi l'intérêt de la ville de Harar de renforcer les liens historiques et culturels et de mettre en place des projets de coopération. Pour sa part, le Premier ministre a indiqué à son hôte qu'il était bel et bien chez lui et qu'il n'était pas un étranger à Djibouti. Il a évoqué le lien historique et culturel que partagent les deux pays depuis des siècles. Il n'a pas manqué de rendre un hommage à cette ville mythique et cosmopolite. Il a évoqué la particularité de Harar qui est riche en passé avec l'architecture des différentes époques et un important foyer de la culture islamique. En guise de remerciement, le Premier ministre a échangé avec son hôte un cadeau de bienvenue du produit artisanal local.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdan, a reçu aujourd'hui à son cabinet l'ambassadeur de la Russie, M. Sergueï Kuzmetsov. Outre le ministre de la Défense, en prépare à cette audience le conseiller technique du ministre ainsi que le conseiller de l'ambassade de la Russie à Djibouti. Au cours de leur entretien, les deux parties se sont réjouis de l'excellence des relations bilatérales dans tous les domaines en général et cette coopération militaire en particulier. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Miaki, s'est entretenu hier après-midi dans son cabinet avec le directeur général de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, M. William Lassiswing. Ce dernier était accompagné par le chef de bureau local à Djibouti de l'OIM, Mme Lalini Verasamy. Cette rencontre intervient dans le cadre de la tournée régionale qu'effectue le directeur général de l'OIM à Djibouti, au Yémen et en Birmanie. Les discussions entre le haut responsable onusien et le ministre de la Santé se sont portées sur les voies et moyens de renforcer l'aide apportée aux migrants en détresse, notamment leur prise en charge médicale. Le Dr Jamal Miaki a plaidé en faveur du renforcement du partenariat entre le ministère de la Santé et le bureau local de l'OIM en vue de garantir et de pérenniser les activités de la prise en charge médicale des migrants et ce, compte tenu de leur afflux croissant. En effet, depuis l'ouverture de son bureau local à Djibouti en 2009, l'OIM accompagne chaque année plusieurs milliers de migrants dans le cadre de son programme de retour volontaire. Écoutons le directeur général de l'OIM. Mais je suis content de constater que vous mettez la priorité sur les êtres humains. Nous avons beaucoup parlé de la santé des migrants parce que c'est une chose de grande importance, parce que les migrants qui sont en bonne santé assurent que la communauté qui passe va être aussi en bonne santé. Nous avons écouté le programme de monsieur le ministre Jama, une très bonne conversation avec toute son équipe. On a façonné déjà des idées pour notre programme, pour renforcer ce que nous faisons jusqu'à présent, qui est assez modeste, mais qui au moins donne une fondation pour un plus grand programme. J'ai promis le ministre, on envoie un groupe technique de notre quartier général à Genève et notre bureau régional au Caire pour façonner un programme pour les migrants qui va être consistant avec le programme pour le peuple de Djibouti. Et vous allez voir ce groupe dans les prochaines semaines ou mois, n'est-ce pas? Mais je suis très content avec ces visites et c'est ma troisième visite à Djibouti et la meilleure visite. Vous l'aurez compris, le ministre de la Santé et le directeur général de l'OIM se sont mis d'accord sur la mise en œuvre de ce partenariat renforcé dans le sens d'une meilleure assistance au profit des migrants en République de Djibouti. Écoutons cette fois le ministre de la Santé. C'est un plaisir de le recevoir dans notre bureau. Nous avons expliqué en long et large la problématique des émigrés à Djibouti, que le corridor est utilisé matin, midi et soir, et que plus de 500 personnes passent tous les jours. Nous avons expliqué les difficultés et la lourdeur que sent la République de Djibouti, les différents départements, principalement celui de la santé, et la population. Il nous a très bien écoutés. Il est vraiment bien sensibilisé sur la question. Il sait davantage les problèmes qu'il y a quand les migrants eux-mêmes, mais aussi les problèmes qu'ils génèrent pour les pays, puisqu'il est passé par plusieurs autres pays aussi. Il a une expérience vraiment extraordinaire et nous sommes vraiment heureux de pouvoir discuter avec lui. Nous sommes convenus que de tous les côtés, nous allons faire des efforts. De leur côté, faire beaucoup d'efforts, sensibiliser aussi les autres agences du système des Nations Unies sur le dossier. Et nous faire des efforts en tant que gouvernement, comme le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous le demande chaque jour. Les migrants sont des êtres humains. Il faudrait qu'on fasse le meilleur qu'on pourra pour qu'ils puissent retourner chez eux en bonne santé et aussi pour pouvoir protéger notre propre population. C'est vrai que des fois, ils viennent avec certaines pathologies, avec certaines épidémies, avec certains problèmes, mais ce sont des êtres humains, nous les aidons, nous faisons ce qu'on peut avec l'aide de l'agence ici, de l'OIM ici basée à Djibouti, leur branche, et le département de la santé.
Nous le remercions infiniment pour le long voyage qu'il a fait. Il a pu voir à Obok déjà une partie du problème. Nous l'avons expliqué en long et large le reste. Maintenant, nous avons aussi non seulement sa promesse pour pouvoir nous soutenir en tant qu'OIM, mais aussi sensibiliser toutes les autres agences du système dans lesquelles il pourra discuter. Et c'est un honneur pour Djibouti qu'il soit là. Tout à fait autre chose, s'agissant cette fois du manque d'eau de la localité de Yoboki, la directrice de l'hydraulique rurale, Madame Souad Suleiman, a démenti les informations évoquées devant les plus hautes autorités du pays hier lors de la rencontre citoyenne du RPP. La directrice a admis qu'il y a des ruptures par moment, pour le moment, donc à cause des vétusté du conduit d'eau qui alimente cette localité à partir d'un forage situé à 10 km. Le service concerné donc effectue les réparations dans moins de 48 heures. Écoutons d'ailleurs son intervention. En ma qualité de directrice de l'hydraulique rurale, je voudrais apporter un démenti formel aux propos tenus par une militante lors des rencontres citoyennes du RPP qui a affirmé que le village de Yoboki connaît une pénurie d'eau de 1 mois. Je tiens à préciser que le village de Yoboki est alimenté par une conduite de 10 km depuis le forage de Haluta. Cette conduite, effectivement, est une conduite vétuste et elle connaît parfois des cassures ou des ruptures. Toutefois, nos services interviennent dans les 48 heures pour réparer les éventuels dégâts, ce qui peut entraîner une pénurie de 2 jours au maximum. De là à dire une pénurie de 30 jours, je trouve que c'est une volonté manifeste de désinformation. Et je regrette qu'une information erronée puisse parvenir à la plus haute autorité de l'État. Ceci étant, je profite de l'occasion pour informer que des rénovations de conduites d'eau alimentant les villages sont planifiées par mon département. En 2016, durant l'année 2016, le village de Assaïla a bénéficié d'une rénovation de conduite. Pour l'année 2017, il s'agissait de réhabiliter toute la conduite du village de Asbio, qui est en cours. Pour l'année 2018, le village de Yoboki ainsi que le village de Dora et Gougotou sont dans l'agenda de la direction de l'hydraulique. Cette rénovation sera accompagnée par une augmentation de la capacité, bien sûr, des équipements électromécaniques et ceci pourra considérablement augmenter la quantité d'eau disponible. Donc je voudrais conclure pour dire que l'État consent des efforts considérables et il est de notre responsabilité de pourvoir en eau potable les populations rurales, ce à quoi nous nous y employons tous les jours. Dans le reste de l'actualité, suite aux intempéries d'hier qui ont occasionné l'apparition d'eau pluviale stagnante dans certaines zones de la capitale, l'Institut national de la santé publique s'est saisi de l'urgence pour procéder à une vaste opération combinée à travers la capitale, et ce pour prévenir et éliminer toute forme de prolifération des gîtes larvaires ou des moustiques. En effet, l'inspection a opté pour une stratégie multiforme qui combine plusieurs actions complémentaires dans la lutte antivectorielle menée par le ministère de la Santé. Il s'agit dans un premier temps d'évacuer les eaux pluviales stagnantes par le biais d'un camion vidangeur pour assécher les zones inondées. Ceci est renforcé par des activités d'épandage qui consistent à répandre des bio-insecticides dont l'efficacité est avérée dans l'élimination des larves de moustiques en milieu urbain avec un impact environnemental quasi nul. Enfin, l'inspection nationale a également procédé aux activités de pulvérisation spatiale qui se poursuivront durant toute la semaine pour prévenir efficacement contre les moustiques. Toutes ces stratégies émanent des directives claires du ministre de la Santé qui plaide continuellement en faveur des actions proactives et efficaces pour éliminer toute forme de prolifération de moustiques à Djibouti. Écoutons le mot du directeur de l'Institut national de la santé publique, le docteur Aden Ibrahim Bouh, pour plus de précisions. Et dans le cadre de la coopération bilatérale et fraternelle entre la République de Djibouti et la République de Turquie, une délégation djiboutienne issue des différents départements techniques liés à la gestion de la ville de Djibouti effectue une visite de travail du 24
au 30 septembre 2017 à Istanbul. Comme vous aidiez au cadre du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, du ministère délégué auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, chargé du logement, du ministère du Budget, du ministère des Transports et Équipements et de la mairie de Djibouti. Cette visite de travail fait suite d'une invitation émanant de la mairie d'Istanbul. L'objectif principal de cette visite est de partager les bonnes pratiques et les expériences dans le développement et la gestion urbaine de la municipalité d'Istanbul. Durant leur visite, la délégation djiboutienne a rencontré des hauts cadres de la direction de l'habitat et du développement urbain de la mairie d'Istanbul, la société Kiptaz, chargée donc de la construction des logements sociaux. Eh bien, au cours de leurs échanges, les responsables de la direction de l'habitat et du développement urbain de la mairie d'Istanbul ont présenté à la délégation djiboutienne les actions et les orientations entreprises pour le développement de la ville d'Istanbul, ainsi que les différents documents techniques d'aménagement et de planification urbaine. De notre côté, la délégation djiboutienne a présenté à leurs homologues turcs un aperçu de l'aménagement et de l'urbanisation de la ville de Djibouti. Les responsables de la direction de l'habitat et du développement urbain de la mairie d'Istanbul ont vivement remercié de leur exposé de la ville de Djibouti. Ils ont par ailleurs affirmé leur attachement au renforcement de la coopération entre la ville d'Istanbul et la ville de Djibouti à travers l'appui dans divers domaines techniques. Remise des lettres de créance au président de la Biélorussie, le docteur Mohamed Ali Kamel, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la Fédération de Russie, a présenté au président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République de Biélorussie avec résidence à Moscou. Au cours de cette cérémonie officielle de remise de lettres de créance qui s'est tenue au palais présidentiel, l'ambassadeur djiboutien a tout d'abord transmis au président de la République de Biélorussie les salutations chaleureuses de son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Pour sa part, il a demandé donc au nouvel ambassadeur de transmettre ses meilleures salutations à son homologue djiboutien. Celui-ci a loué la détermination dont le président djiboutien fait preuve dans ses actions pour la promotion de la paix dans la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que les efforts inlassables déployés pour la lutte contre la piraterie maritime et la sécurisation de la principale voie de transport maritime. Passons à présent aux nouvelles à travers le monde. À Madagascar, une épidémie de peste frappe ce pays, ce qui a contraint le gouvernement à prendre des mesures d'urgence. Et pour en parler, Ahmed Hamed, bonsoir. Bonsoir Asma. Effectivement, le gouvernement malgache a annoncé donc la mise en place des mesures d'urgence pour tenter d'enrayer une nouvelle épidémie de peste dans le pays. Selon les autorités sanitaires, au moins 24 personnes sont mortes de la maladie. Le Premier ministre a annoncé la suspension de toute réunion ou manifestation à Antananarivo, la capitale, où 6 personnes sont décédées de la peste ces derniers jours. Il s'agit d'une mesure provisoire en entendant l'évolution de la lutte contre cette maladie, a indiqué le Premier ministre malgache. Depuis 1980, la peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement d'octobre à mars. Elle coïncide avec la saison des pluies, plus encore avec une tradition malgache dite du retournement des morts, où des personnes ensevelies sont retirées de la terre, puis des prières leur sont faites afin que leurs âmes n'inquiètent plus leurs proches parents encore vivants. Cette épidémie asthma coïncide enfin avec une augmentation du nombre de rats. Et en Espagne, le bras de fer entre le gouvernement de Madrid et les autorités catalanes s'est durci aujourd'hui, jour de référendum d'autodétermination où les habitants de la Catalogne sont sortis en masse pour voter pour leur indépendance. Et oui, des policiers espagnols appuyés par des éléments des forces armées ont été dépêchés par le gouvernement de Mario Rajoy dans la province de la Catalogne pour empêcher le déroulement du vote et séquestrer ainsi le matériel utilisé pour le scrutin dans les bulletins de vote et les urnes asthma. C'est un vote sous tension donc qui s'est déroulé ce dimanche en Espagne. La Catalogne se prononce sur son indépendance par voie de référendum, un scrutin jugé illégal par les autorités espagnoles. Et en début de journée, les
les électeurs ont commencé tout naturellement à se diriger massivement vers les bureaux de vote, le plus souvent des écoles où se sont installées des familles, parfois depuis 2 jours, pour tenter d'éviter les expulsions. Mais tôt ce matin, Asma, les fourgons de police ont commencé à converger donc vers ces lieux. Le gouvernement donc central a envoyé des renforts dans le port de Barcelone et placé sous commandement du ministère de l'Intérieur les forces de l'ordre catalanes. L'organisation de cette consultation populaire a pris l'allure d'un bras de fer entre Barcelone et Madrid. Enfin, malgré toutes ces menaces de poursuites judiciaires et les interpellations, les maires de 700 communes ont donné leur accord pour que se tienne le référendum. Plus de 2300 centres ont été à disposition des votants, mais la police espagnole en a fermé la moitié au moins. Merci Ahmed pour ces précisions sur ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Merci à la régie, à l'ensemble des équipes qui l'ont réalisé et à vous de l'avoir suivi.